Ah bah voilà, je vous vois super bien. Bah, écoute, ça fait vraiment plaisir de vous voir tous les deux. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pour l'album précédent avec les deux nouveaux titres, plus la réédition des anciens morceaux revisités, comme on dit. J'ai envie de vous demander, là, parce qu'il s'est passé plein de choses depuis un an et demi, on va dire. J'ai envie de vous demander, bah déjà, un grand événement, c'était le concert à Vauréal, c'était le 27 janvier, hein, c'était il n'y a pas longtemps, hein. Ouais. Complet, concert complet, qui va être qui a été filmé en vidéo. Comment vous avez vécu ce moment, justement? Je suppose que c'était un moment très important pour vous. C'était un moment fantastique parce que d'abord, on ne savait pas si on allait vraiment faire le plein parce que il n'y avait pas eu trop de promos de fête. Et puis, quand on a vu que c'était plein comme un œuf, on a été vraiment agréablement surpris. Et puis l'ambiance, comme d'habitude, tu sais, c'est toujours du karaoké géant avec nous. Donc, Ouais. j'ai presque pas à chanter. Est-ce que, ouais, c'est ça c'est l'avantage, maintenant, tu n'as plus qu'à te reposer, tu laisses chanter le public. Est-ce que quand on sait que le concert va être filmé, enregistré, enfin, tout, on travaille beaucoup en amont. Est-ce que, comment on vit ce moment-là avant le concert? Bon, en fait, on a pris une résidence là-bas, on a pris 2 jours de répétition dans l'endroit pour se préparer à prendre l'événement de l'enregistrement du live, ainsi que l'incorporation des nouveaux morceaux qu'on jouait pour la première fois sur scène. Ça, c'était un moment effectivement un petit peu tendu de savoir que c'est la première fois qu'on va jouer pratiquement un quart du répertoire sur scène et qui va être filmé. Mais ça s'est bien passé au demeurant parce que ça a été préparé, comme je vais te le dire, 48 heures avant dans le même endroit. Il y avait une setlist. Est-ce qu'il y avait justement, est-ce que on pense à faire une setlist un peu spéciale, ou est-ce que c'est la setlist que vous allez faire sur toute la tournée qui va suivre? Alors, en principe, c'est la setlist de la tournée, je dis en principe, parce que c'est comme c'est la première fois qu'on joue des morceaux, il va falloir qu'on écoute un petit peu comment ça a été rendu pour valider le fait que ce sera toujours la même chose qu'on jouera. De toute façon, je ne vois pas pourquoi ce sera toujours la même chose, parce qu'on fait un peu ce qu'on veut et on a bien envie de pouvoir faire varier les plaisirs et de compter sur ce que tu connais, c'est-à-dire les 14 morceaux de Phoenix, les 10 morceaux d'Apocalypso et 3 de l'ancien répertoire qui sont maintenant incorporés en permanence, dont la première fois qu'on a joué Métamorphose, qui est un succès franc, qu'on va répercuter d'ailleurs sur tous les concerts de la tournée. Donc en clair, on a pratiquement 27 morceaux. On ne jouera pas plus de 18 morceaux par soir. Il y a des standards qui sont incontournables et d'autres avec lesquels on peut jouer un petit peu en fonction des événements et des soirées. Est-ce que ça veut dire que maintenant il y a le nouvel album qui va sortir? Est-ce que ça veut dire que vous allez incorporer, je suppose déjà vous avez incorporé pas mal de morceaux, mais qu'il y en aura plus et que finalement les concerts vont durer plus longtemps, ou vous allez supprimer d'autres morceaux? Là, on a duré très longtemps. On a joué pratiquement 2 heures. Donc, on peut difficilement faire plus de 2 heures. Après, c'est la volonté de Christian d'incorporer le plus de nouveaux morceaux possible. D'accord. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Une autre question, juste par rapport à un autre gros événement que vous avez vécu, quand même, c'est le Hellfest 2022, sur une grande scène. Voilà, l'événement qu'on connaît tous, le Hellfest. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que ça, c'était un événement aussi important dans la vie du groupe? Ça, c'est un événement essentiel dans la vie d'un groupe parce que de faire des scènes comme ça, c'est rare. Et puis, surtout sur des main stage, tu vois, on était dans la main stage numéro 2. C'était quand même une scène impressionnante, immense. Et il est nécessaire de passer par ce genre d'événement pour pouvoir aller ailleurs après, parce que quand tu pars dans des pays, notamment en Amérique du Sud, où il y a des très grandes scènes, des très grands festivals, il ne faut pas être pris au dépourvu. Donc, on a été un petit peu, quelque part, dépucelés sur le truc. Voilà, c'était nécessaire et indispensable. C'est une envie que vous avez, ça, de justement vous développer à l'international? Tu me parlais là des pays d'Amérique du Sud. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est un rêve que vous avez? C'est pas un rêve, ça existe déjà. Ça existe déjà. Après, entre le fait que ça existe et que ce soit rentable d'aller là-bas, il y a une marge. Ouais. On a énormément de travail à faire sur les pays limitrophes de la France.
Donc, l'Amérique du Sud, on a eu une proposition cette année, pour tout dire, qui n'était pas du tout avantageuse financièrement pour nous. Donc, on allait partir à perte. Jouer là-bas, on a refusé. Mais ça peut venir et pourquoi pas. Il y a tellement de choses à faire déjà en limitrophe qu'il faut bien peser le pour et le contre par rapport au planning qui n'est pas extensible. Ainsi que l'Amérique du Nord, qui est aussi un projet sur tout ce qui est Québec, éventuellement côte est des États-Unis. Mais c'est pareil, c'est des rêves qui deviennent réalité à condition que ce soit à peu près rentable. Alors, il y a ce nouvel album là qui va sortir, donc je suppose que c'est un album très très important. C'est que des nouveaux morceaux, donc ça il faut le dire déjà. Et puis, comment vous avez travaillé sur cet album? Dans quel état d'esprit vous étiez par rapport comparé à l'autre album qui était sorti un petit peu plus tôt? Parce qu'on a mis 18 mois pour là que je vois un peu plus que ça, mais le travail véritablement c'est 18 mois. On avait moins de soucis avec le cahier des charges parce que comme Phoenix comportait 2 nouveaux morceaux, on a pu un peu se lâcher parce qu'il y a des morceaux qui sont un peu différents du sortilège qu'on connaît. Et moi, je tenais absolument à ce qu'il y ait des chansons qui sortent du cadre de sortilège, sans trop non plus en sortir parce qu'il y avait un risque, on prenait un risque quand même. Mais apparemment, ça plaît, c'est ce qui a plu. Visiblement, les chansons qui plaisent le plus, quelque part, sont les chansons qui nous feront sortir du cadre de sortilège. Donc, on est les premiers surpris, tant mieux. Ça va nous pousser à continuer dans cette voie. Vous avez écrit beaucoup de titres pour cet album et fait une sélection ensuite, ou simplement écrit les 10 morceaux qui sont sur l'album? On a écrit beaucoup de titres. En fait, dès qu'on s'est mis en route début 2020, quand je suis arrivé, il y avait déjà pas mal de titres que j'avais en stock sur d'autres projets sur lesquels j'ai commencé à bosser. Donc on parle des premières maquettes commencées en février-mars 2020 pour une finalisation d'enregistrement en juillet 2022. Ça fait pratiquement 2 ans et demi d'écriture. Donc oui, il y a eu une dizaine de morceaux laissés pour compte qui étaient en bonne voie. Donc on a fait pratiquement 20 pour en arriver à 10. Et pour ces 20-là, il y en a même des espoirs qui n'ont jamais abouti de 10 autres. C'est pratiquement 30 projets de morceaux qu'on a eu en fait en cas. Comment justement on fait un choix dans les morceaux qu'on va proposer finalement, qu'on va mettre sur l'album, qu'on va enregistrer? Est-ce que ça vient naturellement? Non, ça ne vient pas naturellement parce que nous, on a un cahier des charges complètement ouvert au départ quand on est dans le studio avec plein d'influences possibles qui peuvent partir de Rammstein en allant jusqu'à Led Zeppelin. Donc, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Mehdi El Jaid de notre maison de disques nous a beaucoup aidé à faire la sélection des titres au fur et à mesure de ces 2 ans passés dans l'écriture pour définir ce qu'on pouvait faire, ce qui était acceptable pour le public et pour les médias, et là où il ne fallait pas forcément aller tout de suite. Alors, comment vous avez travaillé en studio cette fois-ci? Est-ce que ça a été complètement différent par rapport à... C'est toi qui as produit l'album, hein? Donc, est-ce que vous avez abordé ça d'une manière différente comparée à ce que vous aviez fait? C'est toujours pareil. On maquette un maximum. Et une fois qu'on est content des maquettes, on peut rentrer en studio pour shooter les batteries définitives. Et à partir des batteries définitives, on recommence tout. D'accord. Donc, ce qui fait que... Est-ce qu'il y a eu des challenges sur cet album, justement? C'est que des challenges, en fait, si tu veux, parce que on va dire que 30 ou 40% de la réalisation des arrangements finaux se sont faits dans le courant de l'enregistrement de l'album parce qu'ils n'avaient pas été suffisamment maquettés avant. Donc, il y a 30 ou 40% de finition qui se fait dans le courant du travail. À partir du moment où on a des batteries, on est capable de modifier énormément de choses sur un certain nombre de morceaux parce on a remis en cause des maquettes, on a remodifié les batteries définitives pour que ça colle à ce qu'on voulait que ce soit. Donc, c'est un challenge permanent sur chaque morceau, chaque partie. J'ai envie de... Comment le groupe a beaucoup tourné cette année, enfin l'année dernière, donc. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de dates. Est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté ça? Est-ce que ça a une influence sur la conception des morceaux? Est-ce que humainement ça a amené une cohésion aussi au groupe? Je suppose que ça a changé pas mal de choses. Évidemment, le fait d'avoir tourné ensemble, d'avoir fait plein de concerts, enfin quelques concerts, d'abord ça a ressoudé l'équipe.
Ça a permis à l'équipe de voir comment chaque individu réagissait sur scène et surtout en groupe. La différence avec le sortilège d'avant, c'est que avant il y avait des individualités qui jouaient chacun dans leur coin. Et maintenant, aujourd'hui, on forme un vrai groupe, tu vois, on respire avec les mêmes poumons et on bat avec le même cœur. Et ça se ressent beaucoup sur scène. Et c'est indispensable pour nous de faire de la scène. C'est la seule chose qui puisse nous cimenter pour notre avenir, pour les tournées à venir, les concerts futurs. Alors justement, Christian, je voulais te demander, toi, comment tu as vécu la conception de cet album? Tu t'es chargé de tous les textes. Est-ce que ça a été un gros travail en amont, justement, au niveau des textes? Est-ce que tu fais des recherches? Parce que tu traites toujours, comme depuis le début d'ailleurs, des mythologies grecques, romaines, nordiques, enfin, avec bien sûr un second degré. Mais comment on travaille sur ces textes-là, toi? Tu as travaillé? Écoute, pour moi, ça a été vraiment une gestation, un accouchement. Quand je fais une chanson, quand j'écris la mélodie, que je fais le texte, c'est des nuits blanches parce que je travaille surtout la nuit, je n'arrive pas à composer le jour, donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc j'ai passé pas mal de nuits blanches à pondre d'abord une mélodie, ensuite à trouver un thème, et après faire le texte, le remanier, le remanier. C'était très très difficile. Pour moi, c'est un gros travail. C'est quelque chose d'épuisant. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs titres qui ont été mis en avant. Là, il y a Derrière les portes de Babylone. Moi, quand j'ai vu le titre, juste le titre en français, j'ai tout de suite pensé à Rainbow, Gates of Babylon, un chef-d'œuvre. Est-ce que il y a un lien direct ou indirect? Oui, oui, c'est volontaire. C'est volontaire. Au départ, je voulais faire un hommage à Ronnie James Dio. Et j'arrivais pas à trouver le lien pour pouvoir lui rendre hommage. Alors au départ, j'ai commencé à faire un texte qui lui rendait directement hommage en parlant de lui. Et puis je me suis dit, bon, comme j'ai l'habitude de faire des choses un petit peu en parabole, je vais continuer. Et puis, alors déjà, il y avait le mot Babylone qui revenait sans cesse dans ma tête. Donc évidemment, The Gates of Babylon. Hein. Et puis dedans, si tu lis bien les paroles, si tu as le texte, déjà tu verras le petit être inquiétant à l'aspect frêle et fragile, c'est de lui dont je parle. Et j'ai essayé aussi d'avoir une voix un peu diosque, hein, avec un timbre particulier, une voix comme ça. C'est vraiment pour lui rendre hommage. Mais tu as tout à fait raison, et c'est voulu, hein, c'est volontaire. En plus, il y a des sonorités derrière, il y a des arrangements qui font vachement penser à Rainbow, bien sûr. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer? Non, jamais, malheureusement, non. C'est une des grosses influences, Rainbow, Purple, tout ça, Dio, évidemment. Bah oui, parce que c'est mon maître, donc indiscutablement, j'ai des relents de Dio dans ce que je fais, dans ma voix, dans ma façon de chanter et dans ma façon de composer. Évidemment, quand tu es inspiré par quelqu'un, tu sais, tu déteins sur lui. Mmh. Est-ce que toi, justement, on parlait tout à l'heure de l'enregistrement d'album, est-ce que toi, tu t'es fixé des challenges, des défis sur cet album? Je parle vocalement, bien sûr. Ah, pas mal, oui, bien sûr. Il y a des notes que je ne pouvais plus atteindre, que j'ai réussi à atteindre grâce au travail en studio, au travail aussi qu'on fait avec Olivier dans les répétitions. Et puis oui, et puis en règle générale, on enregistre toujours dans ma période. J'ai un petit problème de ORL, j'ai une petite rhinite qui vient là pendant la mauvaise saison. Et en général, c'est toujours dans cette période-là qu'on enregistre les albums. Donc c'est ce qui me donne cette voix un peu rocailleuse de temps en temps. C'est pas de ma faute, c'est que j'ai cette rhinite qui m'empêche d'avoir une voix claire. Donc de temps en temps c'est bien, mais quelquefois c'est pas top. Donc le challenge, ça a été de chanter au-delà de ce petit problème de santé. Et toi, Olivier, comment tu fais justement, t'es guitariste, compositeur, producteur, est-ce que toi, comment tu gères tout ça, d'être à la fois le producteur, à la fois guitariste du groupe, d'avoir une multicasquette? D'abord, j'ai une énorme habitude parce que ça fait pratiquement 40 ans que je travaille en studio. Ouais. Donc, je fais désolidariser la partie enregistrement, réalisation de la partie interprétation.
En général, Christian peut être là pendant que j'interprète mes parties ou pas, et je fais écouter les résultats, parce que ce qu'on entend plus ou moins, c'est que je fais un tapis de rythmique sur cet album. Donc ça m'arrive souvent d'enregistrer 3 guitares, mais elles sont tellement liées les unes par rapport aux autres, on croit que j'en ai qu'une. Et je suis en même temps juge et partie, mais j'ai tellement l'habitude de m'enregistrer que je sais tout de suite si je suis dans les clous ou pas. Et après, je soumets tout à Christian qui va me dire tiens, il y a un truc qui me gêne, un truc qui me gêne pas. Et si ça le gêne, c'est forcément c'était améliorable. Je suis capable de refaire tout parce qu'il y a une note qui va le choquer ou une accentuation qui est pas assez accentuée justement. Et bon voilà, ça a été complètement interactif entre lui et moi. Je travaillais, je soumettais ou on faisait ensemble. C'est sa partie de chorélisation de Christian qui est là aussi pour me piloter, pour vérifier que tout est dans les clous par rapport à ce qu'on voudrait. Vous avez, alors, on parlait des Portes de Babylone, il y a aussi Attila. Sur ces morceaux, sur d'autres morceaux aussi, il y a Stéphane Buriez qui intervient pas mal. Il y a aussi le groupe Mira, il y a plein d'invités comme ça sur l'album. Déjà, pour les Portes de Babylone, qu'est-ce qui vous a fait penser à Mira? C'était une évidence? C'était des amis à vous? Non, c'est encore une superbe idée de Mehdi et Jai. On déjeunait ensemble au studio et on écoutait l'état d'avancée de nos maquettes. Ce morceau existait dans sa première partie depuis très longtemps. On tournait autour du pot parce qu'on voulait que notre couplet soit un petit peu plus riche que ce qu'il était au départ. Et au fur et à mesure, Mehdi a dit ouais, mais quitte à être riche, autant prendre les arrangements de Kevin Codfer de Mirat et éventuellement faire participer Mirat. C'était une super idée. Donc, dans l'après-midi, on a composé toute la deuxième partie pour soumettre à Mirat une pièce qui comportait un morceau entre guillemets traditionnel et cette pièce de la fin qui est beaucoup plus ouverte où on avait laissé plein d'espace pour qu'effectivement les 3 personnes qui sont intervenues de Mirat puissent s'exprimer. Il y a donc l'autre morceau, Attila. Comment il est né ce morceau, Attila, justement? Attila, c'est des riffs que je traîne d'anciens projets que j'avais fait depuis 10 ans. On a ressorti ces riffs-là et on les a mis au goût du jour avec Christian pour que ça colle à sa tessiture. Mais c'est sensiblement la même chose que les riffs que j'ai sortis il y a 10 ans. Celui-là, il est un petit peu atypique parce qu'il n'a pas été beaucoup trituré, on va dire. Tu l'as gardé comme ça? Je veux dire, tu l'as gardé comme ça, pratiquement. Ouais, il est très dans son jus d'origine. C'est ce qui plaisait à Christian, donc on n'a pas surenchéri sur les arrangements. Il fait partie des morceaux que Olivier a créés, qui, quand je les ai écoutés, m'ont tout de suite interpellé et m'ont amené à trouver un thème. Tu vois, immédiatement, j'avais l'image de, je ne sais pas pourquoi, dès que j'ai entendu ce truc-là, ce morceau-là, j'ai dit, bon, on n'y touche pas, il y a 2-3 petits arrangements, mais il est vraiment très bien comme ça. Et immédiatement, le thème m'est apparu. J'ai des images comme ça où je vois tout de suite Attila, et après, une fois que tu as le thème, on l'a fait très vite. Hein. Ouais. En une demi-journée, il était pratiquement… C'est un des plus faciles, celui-là de l'album, entre guillemets. Alors, quel a été le morceau le plus difficile à… Apocalypso. La pièce Apocalypso, ça a été un morceau compliqué parce qu'il est long, mais qu'il est lourd et qu'il n'y a pas de changement de tempo comme il peut y avoir sur d'autres morceaux. Donc, il fallait, sur le même tempo, trouver une façon de créer des éclats au fur et à mesure du déroulement du morceau. En plus, c'était le dernier morceau de l'album et le titre de l'album. Donc, c'est un morceau très compliqué à gérer. Ça, c'est un morceau compliqué. Le Sacre, c'est un morceau compliqué aussi, puisqu'il y a beaucoup de parties différentes. Babylone aussi, quand même, parce qu'on l'a remanié, revu, oui. Rajouté. On a trituré les arrangements fournis par Mirat pour que ça colle à ce qu'on voulait. Il y a des morceaux faciles, des morceaux plus compliqués. Il n'y a pas de règle. C'est par rapport à tout ça, tu me dis, comment tu choisis, Christian, les morceaux qui t'inspirent? Enfin, est-ce que c'est simplement au feeling ou est-ce que tu réfléchis beaucoup? Olivier te propose des morceaux et toi tu choisis. Comment tu fais ton choix? Il y a des choses, il y a les morceaux qui tout de suite me prennent aux tripes, parce que je marche que comme ça, à l'instinct. Et si ça le fait tout de suite. Hein. On sait par expérience que quand ça le fait pas vraiment et qu'on essaye ça marche pas. Il faut vraiment que immédiatement j'ai un choc
ça le fasse. Et puis, une autre façon, bah, c'est de composer véritablement. Par exemple, moi, je voulais absolument qu'il y ait un doom dans cet album. Et je suis allé voir Olivier, je lui ai dit, écoute, moi, il faut absolument qu'il y ait un doom. Alors lui, un doom, c'est pas... Je lui ai dit, mais oui, mais n'oublie pas quand même que toi, ton dieu, c'est Black Sabbath, et quand même que c'est les rois du doom. Donc, inspire-toi d'eux, et puis de ce que l'on entend. Et puis, il m'a pondu ça en une demi-journée, on avait pratiquement fait le morceau. Donc, il y a deux façons de faire. Vous vous rappelez le premier morceau que vous avez finalisé, en tout cas créé ensemble? Oui, il se rappelle. Oui, moi je me rappelle de tout, parce qu'en fait, dès 2020, quand je suis rentré dans le groupe, Christian a commencé à trier les playbacks que j'avais, et on a commencé par Babylone, en fait. Babylone, on est en janvier 2020, on est au balbutiement de mon rentrée dans le groupe. Il me dit, j'aurais peut-être besoin de morceaux supplémentaires. On avait déjà travaillé ensemble pendant 20 ans, sans vraiment trouver une formule qui correspondait à ce qu'il faudrait pour sa voix. Et là, j'ai dit, bon, ok, il va falloir réfléchir à ce que c'est Sortilège pour pondre un univers qui correspond à ta tessiture. Et c'est Babylone, le premier morceau qu'on a pondu, en fait. Et c'est le dernier par lequel on a fini sur l'album. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Comment vous faites, justement, tu me disais, vous voulez tous les deux apporter un nouveau souffle à Sortilège, bien sûr, avec expérimenter des nouveaux morceaux un peu différents. Mais comment on fait tout en gardant l'esprit de Sortilège, comment on fait justement pour garder cet esprit de Sortilège? Le gardien du temple, c'est Christian. Ouais, non, le truc, c'est que comme Sortilège, ça a toujours été... Tu sais, dans un morceau, tu as la personne qui amène les riffs, les accords. Après, tu as la mélodie et le texte. D'accord? Donc, ça fait trois pôles. Moi, en général, dans Sortilège, j'en amène deux. J'amène la mélodie et les textes. Donc, à partir du moment où tu as déjà deux tiers, c'est ce qu'on disait avec Olivier, à la limite, demain, on pourrait faire de la variété quelque part. Ça pourrait sonner comme du Sortilège parce que c'est ma voix, c'est ma façon de chanter, c'est mes textes. C'est mes mélodies, donc ça pourrait passer. Tu vois, en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, et puis ça ressemble à Sortilège. Alors, je voulais faire une petite séquence souvenir avec toi par rapport aux deux albums qui sont sortis plus le mini LP. Je voulais juste savoir quel souvenir ça t'inspire quand, par exemple, le premier Sortilège. Le mini LP, donc à l'époque on disait ça, quand il est sorti. Qu'est-ce que ça t'évoque comme souvenir au niveau de l'enregistrement, au niveau de la composition? Qu'est-ce que ça t'évoque? Des souvenirs, pas vraiment, parce que en plus, moi j'ai cette capacité, je suis du signe du Scorpion, à faire table rase de mon passé. Donc quand je fais une table rase, j'efface les souvenirs. Donc je n'ai pas beaucoup, si ce n'est que la technique a beaucoup évolué. Avant, il fallait pas trop se tromper parce qu'on n'avait pas, sinon il fallait acheter de la bande, couper, etc. Là aujourd'hui, on peut refaire tant de fois qu'on veut. Ça c'est l'avantage. Donc quelque part, ça revient moins cher financièrement, évidemment. On s'y retrouve un peu. La technologie a évolué. Ma façon de composer a évolué. Olivier est un compositeur qui a sa propre patte. Stéphane avait la sienne. Voilà, donc maintenant, tout ça mis bout à bout a donné ce nouveau Sortilège de 2.0, quoi. Voilà, Sortilège 2.0, ça veut dire que finalement, vous avez envie de conquérir un nouveau public, entre guillemets. Il y a les fans fidèles qui sont là depuis le début, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a, justement, vous avez l'impression qu'il y a des gens, un nouveau public qui commence à arriver? Oui, mais c'est valable pour des jeunes qui adorent l'ancien répertoire, donc ils sont naturellement conquis par le nouveau, mais ils ont été d'abord conquis par l'ancien. On est très surpris de voir des gamins de 20-25 ans chanter Gladiateur ou Majesté au concert. Ça arrive de plus en plus. Au début, c'était sporadique. Maintenant, on a au moins 10%, 20% de la salle qui a moins de 30 ans. Et je pense que c'est corrélatif, le fait qu'ils aient accès maintenant à une nouvelle version, enfin une nouvelle version de Sortilège, des morceaux un petit peu plus inscrits dans l'air du temps. Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent justement dans aussi, tu me parlais des anciens morceaux, qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent dans ces anciens morceaux aussi?
Je ne sais pas. Si, je sais. Il y a une vraie force de cette langue française et des gimmicks et des mélodies apportées par Christian qui sont intemporelles. Il s'y retrouve maintenant parce que le son du groupe est actuel. On n'est pas dans un son passéiste. Donc, ils ont un mélange d'entre guillemets pop française, sans être péjoratif, parce que les morceaux sont porteurs avec les textes et les gimmicks de mélodie, et un son moderne. Donc, voilà comment ils s'y retrouvent. Mais d'abord à cause du français et à cause des gimmicks en français. Une petite dernière question pour Christian. Tu parles souvent de... Petite dernière question pour Christian. Tu parles souvent donc on en parlait tout à l'heure au début de l'interview, de mythologie grecque et d'autres mythologies. Est-ce que tu as envie de t'aventurer sur d'autres terrains au niveau des textes? Non, parce que je ne sais pas faire en fait. Pour moi, ça serait prendre un risque énorme. Je suis bien dans un milieu. Je ne peux pas en changer comme ça. Tu sais, c'est un métier, quoi. Composer, écrire des textes, bon, c'est de la poésie. C'est pas facile de parler d'une façon poétique de la vie courante ou des histoires d'amour. Enfin, moi, je sais pas faire. Il y a des gens qui savent le faire. Moi, je sais absolument pas le faire. Mon inspiration, je la trouve essentiellement dans les histoires un peu fantastiques, parce que je trouve que les autres sont. Enfin, moi, je les rendrais banales. J'arriverais pas à le faire, je pense. Quel est le texte qui t'a le plus touché humainement, enfin qui t'a le plus, où il y a eu énormément d'émotions que tu as écrit sur cet album? Il y en a plusieurs. Il y a encore un jour qui est un texte qui parle d'un papa qui perd son enfant à la naissance. Bon, ça, évidemment, ça a été difficile. Il y a et Apocalypso, que même sur scène, quand je la chante, celle-ci, j'ai encore des frissons. Et quelquefois, il m'arrive de pleurer, de lâcher 2-3 larmes, parce que c'est tellement un sujet terrible que l'émotion me submerge de temps en temps. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter qui vous paraît important par rapport à cet album? Que les gens voient. Dire simplement que pour nous, c'est vraiment une naissance. Tu vois, il y a eu Phoenix qui était une renaissance quelque part, mais la vraie naissance du groupe, du nouveau Sortilège 2.0, c'est vraiment cet album. Donc j'espère qu'il va être apprécié par tout le monde, ou enfin par un grand nombre de personnes. De toute façon, c'est très subjectif, hein. On aime, on n'aime pas, mais je crois qu'il ne laissera pas indifférent. Et la chance qu'on a maintenant, c'est qu'il y a une distribution internationale. Donc là, ça va nous ouvrir des portes, j'espère. Donc rendez-vous d'ici un an et demi pour voir un petit peu où on en est. Vous pensez déjà au nouvel album? Oui, bien sûr. On est déjà dessus, ouais. Ah bon, d'accord. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un prochain album de Sortilège dans quelques ans. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Hein. Merci.